Alors, on a vu la dernière fois les propriétés physiques et la combustion donc des hydrocarbures. Donc, à savoir que les propriétés physiques principales, je vais mettre un point, je vais faire ça. Attendez, je suis un peu perdue. Voilà, on va faire ça là. Donc, les propriétés physiques principales qu'on va étudier pour le moment, alors pour le moment ça paraît bidon, mais ce sera plus important quand on croisera avec les fonctions qu'on a vues avant. Donc la température d'ébullition, elle augmente quand le nombre de carbone augmente, et la solubilité, eh bien les hydrocarbures sont des solvants organiques et sont donc non solubles dans l'eau. Donc dans les solvants polaires, ils se mélangent à tout ce qui est organique, mais pas à ce qui est inorganique. Donc ça, c'est pour les propriétés principales, parce que ça va revenir par après, donc c'est important que vous le gardiez en tête. Ensuite, pour la combustion, mais on a vu que pour avoir une combustion, il fallait 3 choses. C'est ce triangle du feu qui est là. Il faut un comburant, donc de l'oxygène, un combustible, donc un hydrocarbure, du bois c'est toujours un hydrocarbure, du charbon même chose, et de l'énergie, une flamme ou une chaleur, et donc ou de la chaleur, on a parlé donc du fait qu'il ne faut pas spécialement une étincelle ou une flamme, mais que juste de la chaleur qui fait atteindre la température d'ignition de la substance dont on parle va être suffisante pour le faire. On a parlé de combustion complète et de combustion incomplète, et du méthane qui était explosif à partir du moment où il était libéré dans l'air et où il se retrouvait dans des proportions de entre 5 et 14%, donc autour de 10% dans l'air. Alors le pouvoir calorifique et le TPE, c'est des choses qu'on a utilisées, qu'on ne va pas réutiliser ici, qu'on a utilisées dans le chapitre de calorimétrie l'année passée, je pense, du coup, en thermo, donc avec le TPE, c'est le tonne d'équivalent pétrole. C'est une nouvelle unité d'énergie qu'on utilise surtout dans l'industrie et dans l'économie parce qu'on en utilise donc beaucoup. Donc le TPE c'est quoi? Un TPE c'est le pouvoir calorifique d'une tonne de pétrole. Donc je ne sais pas si vous imaginez quand vous mettez un petit peu d'essence dans votre voiture, vous imaginez une tonne de pétrole, la quantité d'énergie qu'il y a là-dedans, c'est un TPE. Donc voilà, ça c'est vraiment de la culture générale. Alors même chose, les effets thermiques des réactions chimiques, on a vu tout ça dans le cours de thermo l'année passée. Donc voilà, comme ça vous savez, c'est juste mis là. Alors les hydrocarbures au quotidien. Donc quels sont les hydrocarbures que vous connaissez et avec lesquels, ou que vous ne connaissez pas, mais que pourtant vous manipulez tous les jours. Donc clairement vous les utilisez tous les jours parce que vous vous chauffez tous les jours, vous venez en voiture à l'école, vous faites à manger de temps en temps, ou vos parents vous font à manger en tout cas. Donc vous utilisez des hydrocarbures vraiment tous les jours d'office. Alors vous en utilisez pour l'énergie, mais vous n'en utilisez pas que pour l'énergie, parce que par exemple, si vous regardez vos vêtements, les étiquettes de vos vêtements, vous avez sûrement des vêtements en polystyrène ou voilà, dans plein de matériaux qui sont en fait des plastiques ou des dérivés de plastique ou des dérivés donc du pétrole. Donc il y a plein de molécules. Donc les châssis en PVC, c'est des molécules qui sont issues des hydrocarbures. Les tuyaux d'évacuation des sanitaires. Les plastiques pour les plastiques de votre brosse à dents, les plastiques de vos emballages de Monsieur Propre et compagnie. Tout ça, c'est des molécules qui sont issues donc d'hydrocarbures et dont on va pouvoir utiliser voilà, différentes propriétés en fonction de ce qu'il y a sur les molécules. On verra ça plus tard dans les polymères. Alors au niveau vraiment donc des hydrocarbures de base qui servent de combustible, donc on a le gaz naturel qui est composé de 80% de méthane. Alors on en produit donc beaucoup. Attention que c'est une ressource qui est fossile. Donc ça veut dire quoi fossile? Ça veut dire qu'on la puise dans les fossiles, dans des choses qui se sont formées il y a
des millions, voire milliards d'années, et que donc c'est une matière qui est épuisable et qu'à un moment donné, on n'en aura plus. C'est pour ça que on vous bassine aujourd'hui dans les médias ou voilà, ou parfois à la maison ou parfois à l'école avec les sources d'énergie renouvelables que sont soit les éoliennes, les panneaux solaires, l'énergie hydraulique, toutes ces énergies qui sont des ressources qui sont renouvelables par opposé donc aux ressources fossiles. Alors, les gaz qui proviennent de la distillation du pétrole. Donc, je vous l'ai dit, quand on a du pétrole, on va trier ce qu'il y a dedans pour séparer les différents constituants et on récupère en général, par exemple, du propane et du butane notamment. Donc, c'est C3 et C4. Donc, c'est les deux qu'on utilise le plus. Donc, c'est ce qu'on rencontre notamment dans les bonbonnes de déo. Oui, on y viendra après. Et dans les camping-gaz, donc les camping-gaz, c'est ces espèces de petits réchauds qui fonctionnent avec une petite bonbonne que vous pouvez porter dans un sac à dos, etc. Alors, c'est en général des mix de propane et de butane, on va voir après pourquoi. Alors, dans le déo, vous allez me dire, mais pourquoi? De toute façon, on a dit que ça sentait rien, donc c'est quoi l'intérêt de le mettre dans le déo? Alors, vous savez qu'il y a deux types de bouteilles de déodorant. Il y a les bouteilles qui font, alors ça va être compliqué sans vous voir du coup, mais qui font, quand on appuie dessus, qui font pchit en continu. Et puis il y a des bouteilles un peu comme les bouteilles de parfum où ça fait pchit pchit et où vous avez un espèce de petit ressort qui fait comme une paille dans le liquide et qui vous met le liquide dessus. D'accord? Eh bien, les bouteilles qui font pchit en continu, quand vous appuyez sur le petit bouton, sont des bouteilles qui fonctionnent avec un propulseur gazeux. Un propulseur, c'est un truc, une substance qui va propulser le liquide à l'intérieur, d'accord, vers l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, dans un déo avec un propulseur gazeux, on va mettre beaucoup moins de liquide à la fois que dans un propulseur mécanique avec un petit ressort qui fait pchit 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 comme dans les bouteilles de parfum. Et donc ça permet du coup d'en mettre moins et que votre déo tienne plus longtemps. Et s'il tient plus longtemps, du coup c'est plus intéressant pour vous. Même chose, ça permet de mettre pour une même quantité de parfum que vous allez mettre à l'intérieur de la bouteille, par exemple, eh bien vous allez en utiliser vous allez l'utiliser plus longtemps pour une même quantité que l'autre. Donc ça permet du coup d'en mettre moins dans la bouteille. Alors ce propulseur, comment est-ce que ça marche? Ce gaz, donc ces deux gaz-là, ils sont gazeux à température ambiante. D'accord? Donc parce qu'on a vu que de C1 à C4, c'était gazeux à température ambiante. Donc ça veut dire que quand vous le mettez dans une bouteille, vous allez devoir le mettre sous pression pour qu'il soit liquide. Alors ça, c'est déjà un point que je ne sais plus si j'ai abordé quelque part ou pas, mais on va le faire maintenant. Donc, si, bah oui, justement. Donc je l'ai abordé dans la distillation du pétrole. Donc, quand on a fait PV égale nRT, et qu'on a vu que la température d'ébullition augmentait quand la pression augmente, c'est la même chose dans une bouteille. Donc ça veut dire que ici, si on prend le propane, sa température d'ébullition est de moins 42 à température ambiante et pression atmosphérique. Donc ça veut dire que si j'augmente la pression, ok, je vais pouvoir augmenter sa température d'ébullition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sera plus, sa température d'ébullition sera plus de moins 42, elle sera j'en sais rien moi, moins 25, moins 3, 5 ou 10. Donc vous augmentez sa température d'ébullition, donc ça veut dire que c'est un gaz qui va passer à l'état liquide à température ambiante. Donc quand vous le mettez sous pression, ce gaz devient liquide parce que vous faites augmenter sa température d'ébullition. Ça veut dire que quand vous le mettez dans la bouteille de déo, elle est sous pression, et donc le gaz est liquide à l'intérieur. Quand vous appuyez sur le petit détenteur de la bouteille de déo et que ça fait pchit, ce gaz passe à l'état de vapeur, donc il passe à l'état de gaz à l'extérieur, mais comme il est mélangé au parfum qui sent bon du déo, il va partir à l'extérieur en enveloppant des micro-gouttelettes, en emportant avec lui des micro-gouttelettes de déodorant qui va se poser sur votre peau.
Et donc vous mettez une micro-couche de déo sur votre peau, parce que vous avez par le gaz propulseur qui, lui, c'est un gaz, donc il va s'envoler dans l'atmosphère après avoir déposé ces petites gouttelettes à la surface de vous. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est des questions qui vont ressortir quand on fera un terreau, c'est que là, l'épaisseur de la... Donc une bonbonne de déo, c'est pas super, comment dire, super épais. Donc c'est C3H8 et c'est C4H10. Sa température d'ébullition à pression atmosphérique, c'est moins 42. La température d'ébullition de l'autre, c'est moins 0,5, je pense. Ouais. Température d'ébullition, moins 0,5 degrés Celsius. Donc, si vous allez devoir mettre les deux sous pression pour pouvoir les faire passer à l'état liquide, d'accord, vous allez devoir mettre une pression plus grande pour le C3 que pour le C4. Alors pourquoi? Parce que si par exemple vous voulez vous arranger pour que votre gaz il ait une température d'ébullition qui soit de, on va dire, 40 degrés. En Belgique, il fait rarement plus que 40 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut que j'augmente la pression, parce que PV est égal à nRT. Donc si la température d'ébullition du gaz doit augmenter, il faut que j'augmente la pression aussi. Pour passer de moins 0,5 jusqu'à 40, j'ai une augmentation de 39,5 degrés. Par contre, pour passer de moins 42 à 40, j'ai une augmentation de 82 degrés. Donc ça veut dire que ici, le saut que je fais ici est beaucoup plus petit que le saut que je fais là. Donc la pression ici va être plus petite par rapport à la pression ici qui va être très élevée. Mais si vous mettez quelque chose sous pression, plus cette pression va être élevée, plus le contenant dans lequel vous mettez cette chose sous pression va devoir être résistant. Donc ça veut dire que ici on va avoir par exemple une bonbonne avec des parois qui vont être épaisses, et ici on aura plutôt des contenants où les parois seront fines. Donc ce qui se passe en général, c'est qu'on fait des mélanges des deux parfois pour pouvoir avoir un juste milieu, pas des parois qui sont trop fines parce que si votre bonbonne tombe par terre par exemple, ça pourrait exploser, et pas des bonbonnes qui soient trop épaisses non plus parce que sinon vous ne pourrez pas les transporter. Donc ça c'est ce qui est pourquoi on met donc les gaz sous pression. Et donc c'est pour cette raison-là que dans un briquet, vous avez du gaz qui est liquide. Donc c'est un peu idiot de dire « Ah ben dans mon briquet j'ai du gaz », mais pourtant c'est ce que vous avez quand vous ouvrez votre briquet, c'est bien du gaz qui s'en échappe, et pourtant à l'intérieur il est liquide. Donc pourquoi est-ce qu'il est liquide? Parce qu'il a été mis sous pression. C'est pour ça que si vous claquez votre briquet sur le sol, il va exploser sous l'effet de la pression à l'intérieur qui va se relâcher. Et donc voilà, donc ces deux gaz, on les utilise, donc propane et butane, donc dans les camping-gaz ou les bonbonnes de déo. Donc voilà, alors le LPG c'est ce qu'on utilise pour les voitures, donc c'est un mélange d'alcanes, et donc c'est du gaz. Donc vous avez sûrement vu déjà des voitures au LPG qui sont donc interdites dans les parkings souterrains pour les risques d'explosion, même si techniquement il n'y a pas vraiment de risque d'explosion, mais bon voilà. Donc c'est utilisé comme ça. Et alors on a un troisième truc, qui est du gaz qui provient de la digestion anaérobie de la biomasse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, anaérobie, c'est en absence d'oxygène. Donc, aérobie, c'est avec de l'air, avec de l'oxygène. Anaérobie, ça veut dire du grec a privatif, en absence d'oxygène. De la biomasse, en gros, c'est quoi? C'est tout plein de matières qui sont vivantes ou qui l'étaient. Donc, en gros, en général, pour résumer la situation, c'est en général des excréments, donc soit de vaches, soit de chevaux, soit de cochons, bref, des excréments, donc des industries alimentaires qui ont des élevages intensifs, donc en très grand nombre en tout cas de bestiaux quelconques, qui font des cacas en gros. Et alors le gaz qui provient de ça, eh bien en gros, ça permet de produire du méthane. Donc la réaction, c'est
de la biomasse, donc on a des caca en gros, qu'on fait digérer en absence d'oxygène par certaines bactéries qui vont le transformer en CH4. Ça, c'est le même CH4 que celui que vous avez dans vos cuisines. Et ce CH4, eh bien cette fois-ci, c'est du CH4 qui est cette fois par contre renouvelable. Pourquoi? Parce que c'est du CH4 qui n'est pas fossile, il a été fabriqué avec quelque chose qu'on va pouvoir recycler. Donc c'est intéressant d'un point de vue écologique. Alors, le but c'est de produire du méthane et donc de pouvoir l'utiliser localement. Donc en général, les gens, enfin les industries qui font ça, réutilisent leur propre méthane pour pouvoir chauffer les étables ou la ferme ou l'usine qui est à côté. Et ça permet de gérer des quantités de déchets organiques, parce que j'en sais rien, quand vous avez un élevage avec plus de 10 000 vaches, ça fait beaucoup de déchets organiques. Alors le problème, donc ça s'appelle en gros, c'est de la biométhanisation. Le problème en général, c'est que ça demande beaucoup d'investissement au point de vue mise en œuvre pour peu de rendement, et c'est pour ça que ce n'est pas encore super utilisé ou répandu. Alors, on va arrêter là et du coup je vais reprendre une autre vidéo avec la suite parce que on change plus ou moins de chapitre. Mais donc ce que vous devez retenir au point de vue de l'utilité donc des hydrocarbures, vous retenez que ce sont donc principalement des combustibles, parce qu'on verra à quoi servent les autres, notamment dans les polymères par après. Donc des combustibles, qu'il y en a de différents types, donc il y a les liquides, genre c'est tout ce qui est essence, kérosène par exemple, les solides, le charbon, et les dérivés gazeux, et que dans les dérivés gazeux, on en voit 4 principalement, donc le LPG, le propane et le butane, parce que ça c'est ceux que vous allez pouvoir utiliser ou que vous pourriez utiliser si vous allez par exemple en camping ou si vous utilisez du déo. Et le premier c'est le méthane que d'office vous utilisez tous les jours.